Attention, amateur d'histoire qui remue l'âme. Si l'on vous a déjà sous-estimé, ou si vous avez senti que votre éclat était terni par quelqu'un d'autre, ce récit vous captivera dès la première seconde. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer une seule miette d'inspiration. Êtes-vous prêt pour le voyage? Le verre de la coupe trembla dans la main de Paloma, tandis que le rire de sa rivale, aussi tranchant et cruel que de la glace brisée, déchirait le murmure poli du gala. « Tes larmes, ma chère, quelle vulgarité !» chuchota Serena. Sa voix était une caresse empoisonnée. Raoul a besoin d'un diamant, pas d'une fleur fanée. Paloma resta là, un fantôme dans une robe prêtée, son monde s'effondrant de la manière la plus publique imaginable. Elle n'était qu'une humble artiste, l'épouse oubliée. Mais ce que Serena et son mari infidèle ne savaient pas, c'était que le sang qui coulait dans les veines de Paloma était plus ancien que les fondations de la ville et bien plus précieux que leur ambition fugace. Ils étaient sur le point d'apprendre que se moquer d'une Montemayor était une erreur irréparable. Le premier indice de l'aventure ne fut pas une confrontation dramatique ou un reçu d'hôtel égaré. Ce fut le silence. Ce fut la façon dont Raoul Vargas, son mari depuis 5 ans, avait commencé à regarder à travers elle, ses yeux fixés sur un horizon dont elle ne faisait pas partie. Il rentrait tard de chez Vargas Innovations, sa start-up technologique, avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien, une fragrance piquante et agressive de bois de santal et de jasmin nocturne, très différente de sa douce essence de vanille et de lavande. Paloma avait essayé de l'ignorer. Elle se disait que c'était le stress. Raoul jouait tout lors du prochain gala de la Fondation Estrella. C'était sa grande scène, sa seule chance d'obtenir les investisseurs nécessaires pour éviter que son entreprise n'implose. Avec un sourire forcé, il lui avait dit que tout son avenir dépendait de cette nuit. Il avait besoin d'elle à son bras, l'épouse parfaite et compréhensive. « Juste quelques heures, Paloma », avait-il supplié. « Souris, sois jolie et laisse-moi me charger du reste. » Elle avait accepté, comme elle le faisait toujours. Paloma était une artiste, une aquarelliste dont l'âme trouvait son expression dans des tons doux et des paysages délicats. Elle voyait le monde en nuances de gris, pas dans le noir et blanc cru de la trahison. Elle avait volontairement renoncé à son propre talent prodigieux, subordonnant son identité pour devenir Madame Vargas. Elle gérait leur modeste maison dans le quartier de Gracia à Barcelone. Elle cultivait un jardin sur le toit, qui était son sanctuaire privé, et fournissait la base tranquille et stable sur laquelle Raoul construisait ses ambitions frénétiques. Sa propre famille, les Montemayor, avait été sceptique face au mariage. « Il ne te voit pas, Paloma », l'avait averti son frère aîné Marcos, d'une voix grave et ferme comme le granit de sa table de réunion. Il voit une idée confortable. Son père, Don Arturo, un homme dont le nom se chuchotait avec révérence dans les cercles de vieil argent et de pouvoir silencieux, l'avait simplement regardé avec des yeux qui savaient tout. « Rappelle-toi qui tu es », lui avait-il dit, « même quand tu laisseras un autre te donner son nom. » Elle avait rejeté leurs inquiétudes comme la surprotection d'une famille qui ne pouvait pas comprendre son désir d'une vie simple et normale. Elle voulait l'amour, pas un héritage. Elle avait choisi Raoul parce qu'il ne savait pas qu'elle était une Montemayor. Pour lui, elle était Paloma Ruiz, une orpheline avec un petit trust et un talent pour la peinture. C'était un mensonge par omission. Elle avait cultivé un jardin secret où elle pouvait être aimée pour elle-même. Maintenant, les murs de ce jardin s'effondraient. Le jour du gala,
Le mensonge devint insupportable. Lorsqu'elle récupérait le costume de Raoul au pressing, une petite boîte en velours tomba de la poche de sa veste. Ce n'était pas la boîte bon marché d'une bague de pacotille, c'était du quartier. Son cœur martela contre ses côtes en l'ouvrant. À l'intérieur, niché dans de la soie noire, se trouvait un collier de diamants, une cascade de feu et de glace, si brillant qu'il faisait mal à regarder. Ce n'était pas pour elle. Son anniversaire était passé depuis 2 mois. Leur anniversaire de mariage était au printemps. C'était un cadeau pour une autre personne. Ce soir-là, alors qu'elle attachait les simples boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait laissées, elle vit la confirmation sur le téléphone de Raoul, oubliée négligemment sur la commode. Un SMS d'une certaine Sérafina. Impatiente de te voir ce soir, je porte ton cadeau. Montrons-leur à tous ce qu'est le pouvoir. Rires. Pour toujours. Le souffle quitta son corps dans un cri rauque et silencieux. La chambre bascula. Raoul et Sérafina, c'était réel. Le parfum, les nuits tardives, le vide dans son lit, tout s'écroula sur elle. Il ne la trompait pas seulement, il construisait une nouvelle vie, un nouveau couple juste sous son nez. Et ce soir, il allait l'exhiber, elle, son épouse ignorante, dans la même pièce que sa maîtresse. L'humiliation était une cruauté délibérée et calculée. « Paloma, tu es prête ?» appela Raoul d'en bas, sa voix pleine d'une fausse joie. Elle regarda son reflet. Une femme pâle, aux grands yeux tourmentés, la fixait. La robe prêtée, un simple modèle en soie bleu marine, ressemblait à un déguisement. Pendant un instant, elle pensa à briser le miroir, à s'enfuir, à appeler son père et à laisser l'empire Montemayor oblitérer ce petit homme pathétique. Mais une résolution différente s'installa dans sa poitrine, froide et dure comme une pierre de rivière. Non, elle ne fuirait pas. Elle irait au gala. Elle porterait le nom Vargas une dernière fois et le verrait jouer son acte final. Elle verrait de ses propres yeux la femme pour laquelle il avait vendu son âme. Le gala de la Fondation Estrella se tenait au Casino de Madrid, une cathédrale de la sophistication dont les imposantes colonnes de marbre et les plafonds peints impossibles étaient conçus pour que les mortels se sentent petits. L'air vibrait du bourdonnement de 1000 conversations, du tintement du cristal et de l'odeur de l'argent. Un parfum enivrant d'ambition et d'eau de Cologne coûteuse. Paloma sentit la main de Raoul au bas de son dos, un geste possessif qui ressemblait maintenant à une marque. Il la guida à travers la foule, son visage couvert d'un sourire charmant et sûr qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un maître de la comédie. « Chérie, voilà Don Ricardo du groupe Alba. J'ai besoin de 5 minutes avec lui. Contente-toi d'être belle. Veux-tu? » Il lui serra le bras, un geste de commandement déguisé en affection, avant de l'abandonner près d'un imposant arrangement floral. Seule, Paloma devint invisible. Elle était un mélange d'huile et d'eau dans cette mer de champagne. Des femmes en robe haute couture, couvertes de diamants, observaient sa robe simple avec des regards méprisants. Des hommes en smoking sur mesure l'ignoraient, leurs yeux cherchant des joueurs plus importants, des connexions plus précieuses. Elle était un accessoire, et son propriétaire venait de la laisser. Et alors que diable elle la vit? Sérafina del Rio n'était pas une femme qui entrait dans une pièce, elle la conquérait. C'était une vision en cramoisi, une robe Alexander McQueen sur mesure qui semblait moulée à sa silhouette sculpturale. Ses cheveux étaient une cascade noire et brillante, et autour de son cou, reluisant comme une constellation d'étoiles capturées, se trouvait le collier de Cartier. C'était une déclaration de guerre, portée comme un bijou.
elle n'était pas seule. Elle était flanquée d'une cour d'admirateurs, riant de quelque chose qu'elle avait dit, sa voix s'étendant à travers la salle de bal. Raoul, qui venait de terminer sa conversation avec Don Ricardo, se sentit attiré par elle comme un papillon de nuit par un feu furieux. Paloma observa une indifférence froide et clinique s'emparer d'elle, alors que son mari s'approchait de cette autre femme. Il ne la toucha pas encore, mais la façon dont il la regardait était une intimité plus profonde que n'importe quel baiser. Il se pencha pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, et le rire de Serafina fut guttural et triomphant. Il formait un tableau de pouvoir, de beauté et de trahison, et tout le monde les regardait. Les chuchotements suivirent leur passage. « C'est Raoul Vargas. Sa start-up est la prochaine grande chose. Et c'est Serafina del Rio. Son père possède la moitié des médias de la ville. » Paloma ne le savait pas. Raoul n'avait pas seulement trouvé une maîtresse, il avait trouvé une amélioration, une alliance stratégique. Paloma sentit un picotement familier derrière ses yeux et se retira rapidement vers la terrasse ombragée, désespérée d'avoir de l'air qui ne fut pas chargé d'hypocrisie. L'air frais de la nuit lui frappa le visage, mais ne put refroidir la honte brûlante dans son estomac. Elle avait été si naïve. Elle avait cru en sa vie tranquille, aux promesses qu'il lui avait faites dans sa petite cuisine de Gracia. Tout avait été un mensonge. Il ne voulait pas d'une compagne. Il voulait un substitut jusqu'à ce qu'une meilleure offre apparaisse. Une seule larme s'échappa et traça un chemin froid sur sa joue. Elle l'essuya précipitamment, mais c'était trop tard. Une ombre tomba sur elle. « Tiens, regarde ce que nous avons là. » Serafina était à l'entrée de la terrasse avec une coupe de champagne à la main, les diamants de sa gorge semblant se moquer des solitaires boucles d'oreilles en perles de Paloma. Le sourire triomphant sur son visage était prédateur. « Tu te caches ici toute seule. Ne sais-tu pas que le personnel doit utiliser l'entrée arrière? » Les yeux de Serafina parcoururent la robe simple de Paloma, son manque de bijoux, son visage sillonné de larmes. Le mépris était palpable. Paloma resta immobile, la voix coincée dans la gorge. C'était la femme qui portait l'affection de son mari comme un trophée. « Laisse-moi te donner un conseil, » continua Serafina en s'approchant, sa voix descendant en un chuchotement conspirateur et venimeux. Les hommes comme Raoul ne veulent pas d'une aquarelle. Ils veulent une peinture à l'huile audacieuse, chère et quelque chose dont ils peuvent se vanter. La tienne est beige, une teinte charmante, réconfortante, mais oubliable. Elle but une gorgée délicate de son champagne sans détacher ses yeux de Paloma. Il va être un titan de l'industrie. Il a besoin d'une titane à ses côtés, pas d'une... Qu'est-ce que tu fais? Tu peins dans un petit appartement poussiéreux? Chaque mot était une fléchette parfaitement dirigée, frappant le cœur même des insécurités de Paloma. Paloma s'était faite petite pour Raoul, et maintenant cette femme se moquait d'elle pour cela. Les larmes, qu'elle avait tant lutté pour réprimer, commencèrent à affluer, brouillant les lumières brillantes de l'horizon de la ville, derrière la silhouette de Serafina. Elle se détestait pour sa faiblesse, pour avoir laissé cette femme la voir pleurer. Des larmes, ma chère. Le rire de Serafina fut le coup final et dévastateur. Quelle vulgarité! Tu devrais rentrer chez toi. C'est une fête pour les gagnants. Tu ne fais que rappeler à tout le monde leurs humbles débuts. Avec un dernier mouvement méprisant du poignet, Serafina se retourna vers la chaleur et la lumière du gala, laissant Paloma seule dans le froid. Son monde tranquille n'était pas seulement fissuré, mais complètement et absolument brisé. Pendant un long moment, Paloma resta simplement là, le marbre froid de la balustrade imprégnant ses paumes.
Les mots de Serafina résonnèrent dans le silence. Chaque syllabe une nouvelle blessure. Beige, oubliable, humble début. Elle n'était pas seulement une épouse trompée. À leurs yeux, elle était une ancre, un fardeau que Raoul était sur le point de larguer. Les larmes coulèrent librement, désormais des traces brûlantes d'humiliation sur ses joues glacées. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était la brûlure d'être si complètement mal jugée, si profondément sous-estimée. Elle avait passé 5 ans à atténuer sa propre lumière pour que celle de Raoul puisse briller davantage, croyant que c'était un acte d'amour. Maintenant, elle le voyait pour ce que c'était, un sacrifice de dupe. Sa main trembla alors qu'elle cherchait son téléphone dans sa petite pochette. Son pouce s'arrêta sur le nom de son père, Don Arturo Montemayor. Un appel à lui et le monde de Raoul Vargas serait réduit en cendres avant que la nuit ne finisse. Son père gérait des empires d'un seul mot. Il pourrait écraser la pathétique start-up de Raoul, ruiner le père Magna des médias de Serafina et les effacer du registre social avec l'efficacité froide et silencieuse d'un gel hivernal. Mais cela lui semblait trop facile. Ce serait la victoire de son père, pas la sienne. Ce serait l'acte d'une enfant effrayée courant vers son papa. La femme dont Serafina s'était moquée serait remplacée par la fille puissante. Mais Paloma elle-même resterait une spectatrice de sa propre vie. Elle n'avait pas besoin de sa famille comme instrument contondant de vengeance. Elle avait besoin d'eux comme témoins. Elle avait besoin d'eux à ses côtés pendant qu'elle se récupérait elle-même. Son pouce descendit dans la liste de contacts et appuya sur Carlos. Carlos Montemayor, son jeune frère, était le visage public de la famille. C'était un brillant plaideur, incroyablement charismatique, avec un sourire qui pouvait charmer un jury et des yeux qui pouvaient voir à travers un mensonge. Il était le gant de velours sur le point de fer de la famille. Il répondit à la 2e sonnerie, sa voix chaude et préoccupée. « Paloma, il est passé minuit à Londres. Tout va bien? »« Non, Carlos, ça ne va pas, » dit-elle, la voix rauque par les sanglots non versés. « Rien ne va. » Elle n'avait pas besoin de tout expliquer. Les Montemayor communiquaient dans les espaces tacites entre les mots. Elle avait juste à lui donner les coordonnées de sa douleur. « Je suis au gala de la Fondation Estrella, au Casino de Madrid. » Elle prit une inspiration tremblante, la résolution durcissant sa voix. « Raoul est ici avec une autre femme. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, mais ce n'était pas un silence de surprise. C'était le silence d'un prédateur qui capte une odeur. « Je comprends, » dit Carlos, sa voix perdant sa chaleur et acquérant un tranchant dangereux. « Marcos et papa sont avec moi. Nous venons de conclure notre affaire avec le consortium Sterling. » Le cœur de Paloma fit un bond. Ils étaient tous à Londres ensemble. C'était un coup de chance impossible. Ou peut-être le destin. « Carlos, » dit-elle, sa voix baissant, un reflet de sa propre intensité soudaine. Il est sur le point de faire un discours. Il essaie d'assurer le financement final de Ricardo Alba et quelques autres. Tout son avenir, tout ce qu'il a construit sur mon silence, dépend de cette nuit. Une autre pause, plus courte cette fois. Elle pouvait presque entendre les engrenages tourner dans son brillant esprit juridique, les calculs qui se faisaient. Et la femme? Serafina del Rio, fille de Don Rogelio del Rio, Medias DMN. Paloma fournit le nom avec un goût de cendre dans la bouche. « Compris », dit Carlos. On entendit un léger bruit de conversation étouffé. Puis sa voix revint claire et décisive. « Le jet des Montemayor est sur la piste de Heathrow. Nous pouvons être à Madrid en moins de 6 heures.
Peux-tu tenir aussi longtemps, Paloma? 6 heures. Cela semblait une éternité, mais l'idée de sa famille traversant l'Atlantique pour elle, de la tempête qui était sur le point de se déchaîner dans ce monde brillant et d'égocentrique, fut une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce que vous allez faire? » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Il ne venait pas pour parler à voix basse. Les Montemayor ne faisaient rien de subtil. « Nous venons te chercher, sœurette. » La voix de Carlos était sombrement rassurante. Et rappeler à certaines personnes les conséquences de rompre un contrat de mariage dans ce cas. Reste forte, ne les laisse pas te voir tomber. Nous sommes en route. Il raccrocha. Paloma regarda son téléphone. L'écran noir. 6 heures. Elle se leva de la balustrade en redressant le dos. Elle retourna vers les portes de la salle de bal. Ses pas n'étaient plus hésitants. Elle n'était plus seulement l'épouse qui pleurait sur le balcon. Elle était une horloge en marche. Elle rentra dans la salle de bal et trouva une petite table vide dans un coin faiblement éclairé. Un point d'observation parfait pour voir les événements. Elle demanda un verre d'eau et le but lentement, ses yeux fixés sur Raoul, qui était maintenant debout près de la scène principale, riant avec Serafina et socialisant avec de possibles investisseurs. Il avait l'air sûr, rayonnant, un homme au sommet de son propre couronnement. Il n'avait aucune idée qu'une tempête transatlantique se préparait et qu'il était en son épicentre. Les larmes avaient disparu, remplacées par un calme glacial. La proie avait cessé de fuir. Maintenant, elle attendait simplement que sa meute arrive. Les heures suivantes se déroulèrent dans un ballet surréaliste au ralenti de tromperie. Paloma observa depuis son coin sombre Raoul parcourir la salle. Il était magnétique. Sa passion pour Vargas Innovations contagieuse. Il parlait d'algorithmes et de perturbations du marché, d'un avenir qu'il construisait par lui-même. Les investisseurs qui avaient été indécis, des hommes comme le sévère Ricardo Alba, commencèrent à céder, hochant la tête, leurs visages montrant des éclairs d'intérêt authentique. Serafina était sa partenaire parfaite dans cette farce. Elle entrait dans une conversation en plaçant une main parfaitement soignée sur le bras d'un investisseur et murmurait « Raoul est simplement un génie. Entrer dans Vargas Innovation à ce stade n'est pas un investissement, c'est un héritage. » Elle le vendait, les vendant comme un paquet complet, un couple puissant en devenir. À un moment donné, les yeux de Raoul trouvèrent Paloma dans son coin. Un éclair d'agacement traversa son visage, un ordre silencieux pour qu'elle participe ou disparaisse. Elle soutint son regard sans ciller, son expression illisible. Il détourna le regard en premier, retournant à la chaleur de son nouveau cercle. Il l'avait écartée. Pour lui, elle était un problème qui se résoudrait plus tard. L'hôte du gala, un présentateur de nouvelles locales, monta enfin sur scène. Et maintenant, c'est un plaisir de présenter un homme dont la vision est sur le point de remodeler l'avenir de l'analyse de données. Accueillons chaleureusement le fondateur et PDG de Vargas Innovations, Monsieur Raoul Vargas. Un tonnerre d'applaudissements polis qui grandit ensuite remplit la salle. Raoul monta sur scène rayonnant, saluant la foule. Il regarda Serafina, qui lui lança un baiser subtil. Il était au zénith absolu de sa vie. « Merci, merci », commença-t-il, sa voix résonnant d'une confiance exercée. « Ce soir, nous sommes ici pour soutenir l'incroyable travail de la Fondation Estrella. Mais nous sommes aussi ici parce que nous croyons en l'avenir, un avenir de connexion, d'innovation, un avenir propulsé par Vargas Innovations. » Alors qu'il se lançait dans son discours bien répété, Paloma sentit une vibration sur son téléphone.
Un simple SMS de Carlos. 20 minutes. Un sourire lent et authentique toucha les lèvres de Paloma pour la première fois cette nuit-là. L'horloge était sur le point de sonner minuit, et alors le subtil effondrement commença. Ce fut presque imperceptible au début. Un coordinateur d'événements junior se précipita vers l'organisateur principal du gala, chuchotant frénétiquement à son oreille. Le visage de l'organisateur pâlit. Il commença à parler dans son oreillette, ses yeux se tournant nerveusement vers l'entrée principale. Puis Ricardo Alba, l'investisseur clé que Raoul essayait d'obtenir, sortit discrètement son téléphone. Ses yeux s'ouvrirent légèrement en lisant un message. Il regarda Raoul sur scène, son expression passant de l'intérêt à l'alarme. Il toucha l'épaule d'un autre investisseur possible, un homme nommé Peterson, et lui montra le téléphone. La mâchoire de Peterson se tendit. En quelques minutes, une panique silencieuse et virale commença à se répandre parmi les joueurs les plus influents de la salle. On vérifia les téléphones, on tint des conversations discrètes et urgentes. L'atmosphère dans la salle changeait de la célébration à la tension. Raoul, aveuglé par les lumières de la scène et son propre ego, ne s'en rendit pas compte. Il s'approchait de son point culminant, sa voix résonnant de passion. Et avec un dernier tour de financement de série B, que j'ai le plaisir d'annoncer que nous clôturerons ce soir, Vargas Innovations non seulement rivalisera, mais dominera. Il fut reçu par un applaudissement dispersé et incertain. L'énergie dans la salle s'était évaporée. Il avait l'air confus, son sourire confiant vacillant pour la première fois. Il chercha dans la foule, ses yeux trouvant Serafina. Elle lui donna un haussement d'épaule interrogateur. Son propre visage parfaitement composé montrait une fissure de confusion. C'est alors que les portes principales du Casino de Madrid s'ouvrirent, non pas avec un fracas, mais avec une autorité silencieuse et lourde qui sembla aspirer l'air de la pièce. Toutes les conversations cessèrent. Tout le monde se tourna pour regarder. Encadrés dans la grande arche, il y avait 3 hommes. Ils n'étaient pas habillés pour un gala. Ils portaient des costumes d'affaires sombres, impeccablement coupés, qui semblaient absorber la lumière autour d'eux. Ils se déplaçaient, non pas avec l'arrogance des nouveaux riches, mais avec l'inquiétante quiétude du pouvoir absolu. Au front se trouvait Don Arturo Montemayor. Ses cheveux étaient argentés. Son visage était sillonné par les lignes de sang bataille dans des salles de conseil, et ses yeux, d'un bleu arctique perçant, parcoururent la salle émotion. La salle avec une expression de profonde déception, comme s'il inspectait un désastre causé par son fils. À sa droite se trouvait Marcos Montemayor, l'actuel PDG de la corporation Montemayor, évalué à des milliards d'euros. Il était grand, sévère, avec un visage qui semblait taillé dans le granit. Il tenait une tablette à la main, et son expression était d'une fureur froide et chirurgicale. Et à sa gauche, se sentant complètement à l'aise, alors qu'il contemplait le chaos qu'il était, sur le point de créer, se trouvait Carlos Montemayor. Il capta le regard de Paloma de l'autre côté de la salle et lui fit un léger signe de tête, presque imperceptible. La meute était arrivée. Ils commencèrent à marcher vers l'avant, leurs pas résonnant dans le silence hébété. Les gardes de sécurité, à qui l'on avait clairement donné de nouvelles instructions, les flanquèrent, ouvrant un chemin à travers la foule figée. Les chuchotements commencèrent, hésitants au début, puis se répandant comme une traînée de poudre. « Mon Dieu, c'est Don Arturo Montemayor. Que fait-il ici? Il n'a pas assisté à un événement public depuis une décennie. » C'est Marcos Montemayor. On dit qu'il peut mettre un pays en faillite avec un appel téléphonique. Les Montemayor, ici.
Raoul resta sur scène complètement paralysé. Son discours oublié, son moment de triomphe transformé en cendres. Il regarda ses hommes, puis Paloma dans son coin, et pour la première fois un éclair de compréhension effrayante apparut sur son visage. Sérafina aussi resta glacée. Son aplomb de mondaine vola en éclats. Elle reconnut ces hommes pour ce qu'ils étaient, les vrais dieux de ce monde, des êtres d'une stratosphère si au-dessus de la sienne qu'elle n'aurait pas pu l'imaginer. Les 3 hommes Montemayor ne s'arrêtèrent pas avant d'arriver au pied de la scène. Leur regard collectif fixé sur l'homme piégé dans le centre d'attention. Le règne du roi était terminé. Ses bourreaux étaient arrivés. Le silence dans le grand salon du Casino de Madrid n'était plus seulement une absence de bruit. C'était une présence physique, lourde et étouffante. Raoul Vargas était sur scène baigné par un projecteur qui ressemblait maintenant moins à une célébration qu'à une lampe d'interrogatoire. Il regarda les 3 hommes qui avaient arrêté son monde net. Son visage, un masque d'incrédulité et d'horreur croissante. Carlos Montemayor, toujours le maître de cérémonie, fut le premier à agir. Avec une grâce sans effort, il monta sur scène, prit le micro de la main flasque de Raoul et s'adressa à l'audience ensorcelée. « Bonsoir, dit-il, sa voix tranquille, mais qui atteignait chaque coin de la salle. C'était la voix d'un homme habitué à maintenir l'attention complète et indivise d'un tribunal. « Excusez l'interruption, je m'appelle Carlos Montemayor. Mon frère Marcos, mon père Arturo et moi sommes ici pour une affaire familiale assez urgente. » Il fit une pause, laissant le poids de son nom s'installer. Puis il dirigea son regard de l'audience vers Raoul, un sourire jouant sur ses lèvres, qui n'avait aucune chaleur. « Monsieur Vargas, un discours très impressionnant, plein de passion, plein d'ambition. » Puis il regarda de l'autre côté de la salle, ses yeux trouvant Paloma. Il lui tendit une main. « Mais il semble que vous ayez oublié de présenter la personne la plus importante de votre vie. Votre épouse. » Il attendit. Toutes les têtes de la salle se tournèrent pour suivre son regard, atterrissant sur la femme tranquille, à la robe bleu marine, qui avait été invisible toute la soirée. Elle se leva de sa chaise et, avec une composture qu'elle ne savait pas posséder, commença à marcher vers la scène. La foule s'ouvrit pour elle, comme si elle était de la royauté. Le sourire de Carlos s'élargit à mesure qu'elle s'approchait. « Nous sommes ici pour notre sœur, » annonça-t-il, sa voix résonnant avec clarté. « Paloma Montemayor. » Le nom frappa la salle comme un coup physique. On entendit un halètement collectif. Paloma Montemayor. Pas Ruiz, pas quelque artiste orpheline et simple. La Montemayor, fille d'Arturo, sœur de Marcos et Carlos, une héritière de l'une des fortunes familiales les plus puissantes et férocement privées de la planète. Le visage de Raoul se vide de toute couleur. C'était le regard d'un homme qui voyait son propre fantôme se lever de la tombe. Il trébucha d'un pas en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. La réaction de Sérafina fut encore plus dramatique. Le masque de suffisance et de confiance qu'elle portait se fissura et se détacha, révélant un visage contorsionné par le choc et la panique pure. Le collier de quartier semblait soudain bon marché et criard. Elle s'était moquée d'une Montemayor. Elle avait traité de beige une Montemayor. L'ampleur de son erreur de calcul était si immense qu'elle en devenait comique. Paloma arriva sur scène. Carlos lui prit la main pour l'aider à monter la dernière marche. Elle se mit à ses côtés, non plus une fleur fanée, mais une femme flanquée de Titans. Elle regarda Raoul, ses yeux clairs et froids. Il n'y avait pas de haine en eux, seulement une pitié profonde et finale. Alors Marcos fit un pas en avant.
Il ne prit jamais la peine de monter sur scène. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était basse, dépourvue d'émotion et absolument dévastatrice. Il regarda Raoul en touchant l'écran de la tablette dans sa main. « Raoul Vargas », commença Marcos avec le ton d'un PDG livrant un rapport trimestriel terminal. « Depuis 10 minutes, votre investisseur principal, le fonds Sterling Hay, a été acquis dans une OPA hostile par une filiale de la corporation Montemayor. Sa première action exécutive a été de retirer son investissement dans Vargas Innovations avec effet immédiat. » Raoul vacilla. « Non, vous ne pouvez pas. »« Je peux, » continua Marcus, sa voix coupant la pathétique protestation de Raoul. « De plus, la dette de second rang que vous avez contractée pour vous maintenir à flot le trimestre dernier. Nous avons acheté tout ça ce matin. Toute la banque qui détient vos lignes de crédit commercial et personnel. Mon père est dans leur conseil d'administration depuis 30 ans. À partir de ce moment, votre entreprise est insolvable. Vos actifs sont gelés et toutes les lignes de crédit que vous avez ont été révoquées. » Il regarda de Raoul au pâle Ricardo Alba dans l'audience. « Pour ceux d'entre vous qui envisagent d'investir dans cette aventure, dit Marcos, sa lèvre se courbant avec dégoût. Je vous conseillerais une réévaluation exhaustive. La corporation Montemayor n'investit pas dans des échecs et nous sommes très protecteurs de nos actifs. » Le message était clair. Vargas Innovations n'était pas seulement morte, elle était radioactive. Les investisseurs, y compris M. Alba, commencèrent à reculer physiquement, créant une distance entre eux et Raoul comme s'il portait une peste. Finalement, Don Arturo Montemayor, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. Il n'était pas bruyant comme Carlos, ni froid comme Marcos. Son pouvoir résidait dans sa quiétude, dans l'immense poids écrasant de sa présence. Il regarda seulement sa fille. « Paloma », dit-il, sa voix pleine d'une tranquille tristesse paternelle. « Es-tu prête à rentrer à la maison? » Paloma regarda les ruines de son mari sur scène, le visage terrorisé de sa maîtresse dans la foule. Elle regarda les restes de la vie qu'elle avait essayé de construire et ne ressentit rien, seulement un profond sentiment de libération. Elle fit un signe de tête à son père. « Oui, papa, je le suis. » Don Arturo leva ensuite les yeux vers Raoul pour la première et unique fois. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Le regard dans ses yeux contenait des volumes entiers de mépris et de condamnation. Dans ce seul regard, Raoul Vargas ne fut pas seulement ruiné, il fut effacé. Il fut réduit d'un PDG technologique prometteur à une note de bas de page dans l'histoire de la colère d'une Montemayor. Carlos mit un bras protecteur autour des épaules de Paloma. « Je crois que nous avons terminé ici », dit-il dans le micro avant de le laisser tomber sur la scène avec un coup résonnant qui évoqua le dernier clou martelé dans le cercueil. Alors que la famille Montemayor se tournait pour partir, un cordon de leur sécurité privée se matérialisa, formant une barrière parfaite et impénétrable autour d'eux. Ils se déplacèrent à travers la foule hébétée, avec le calme de libération d'une procession royale sortant d'une zone de désastre. Personne n'osa leur parler. Personne n'osa les regarder dans les yeux. Ils étaient une force de la nature qui venait de passer. Et les assistants au gala étaient de simples mortels contemplant les décombres. Raoul resta sur scène, une pathétique statue sous l'éclat dur du projecteur. La vie qu'il avait construite avec tant de soin, l'avenir dont il avait été si sûr, avait été démantelé pièce par pièce en moins de 5 minutes. C'était un roi qui s'était réveillé pour découvrir que son royaume, son château et même les vêtements qu'il portait n'avaient été rien de plus qu'un rêve. Finalement, il s'effondra. Non pas sur une chaise,
mais sur le sol même de la scène, enterrant sa tête entre ses mains, tandis que des sanglots secs de pur désarroi secouaient son corps. Pendant ce temps, Serafina vivait sa propre démolition sociale. À mesure que le choc initial disparaissait, les assistants, spécialement les femmes qu'elle considérait comme ses rivales, commencèrent à la regarder avec un mélange de pitié et de joie à peine dissimulée. Sa monnaie dans ce monde était la perception de pouvoir, d'être dans l'équipe gagnante. Elle avait lié son char à Raoul, le croyant une étoile montante, et ce faisant, elle avait insulté publiquement et brutalement une femme qui s'avérait être le soleil lui-même. Elle essaya de sauver la situation. Elle repéra Carmen Soler, l'épouse d'un PDG de médias rival, et essaya de s'approcher d'elle avec un sourire tremblant. « Tu peux croire à ce drame, Carmen? C'est simplement épouvantable. » Carmen Soler, une femme qui savait de quel côté soufflait le vent, regarda simplement le collier Cartier de Serafina, puis son visage, et lui offrit un sourire qui était pur acide. Épouvantable. Je crois que c'est la pièce de théâtre la plus fascinante que j'ai vue de toute l'année. Tu as été merveilleusement choisie comme la bouffonne de la cour, Serafina. Puis elle lui tourna le dos, un geste d'exécution sociale si définitif que d'autres proches s'éloignèrent physiquement de Serafina, comme si elle était contagieuse. Son père, Don Rogelio del Rio, apprendrait cela le matin. Sa fille ne s'était pas seulement ridiculisée, elle s'était fait un ennemi puissant et implacable chez les Montemayor. Les conséquences pour son propre empire médiatique pourraient être catastrophiques. Dans son escalade sociale désespérée, Serafina avait déclenché par inadvertance une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Son téléphone commença à vibrer de messages, mais elle n'avait pas besoin de regarder. Elle savait qu'il venait de son père furieux. Sa vie enchantée était terminée. Alors que Paloma marchait vers la grande sortie flanquée de son père et de ses frères, elle ressentit un profond sentiment de décalage. L'opulente salle de bal, qui avait semblé si intimidante seulement quelques heures plus tôt, semblait maintenant petite et de mauvais goût. Les personnes puissantes qu'elle avait tant craintes semblaient maintenant des enfants effrayés. Elle ne s'était pas rendue compte de l'échelle du monde dans lequel elle était née, le pouvoir qu'elle avait si nonchalamment laissé de côté pour une vie tranquille qui s'était avérée être un mensonge. Juste avant d'arriver aux portes, elle s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Elle vit Raoul, un homme brisé, être aidé à descendre de scène par un employé de l'événement déconcerté. Elle vit Serafina debout seule dans sa robe cramoisie, une paria dans le monde qu'elle avait si désespérément essayé de conquérir. Il n'y avait pas de triomphe dans le cœur de Paloma, ni de goût de douce vengeance, seulement une vaste et douloureuse tristesse pour la femme qui avait été l'artiste confiante et pleine d'espoir qui avait cru en un amour simple. Cette femme était morte sur le balcon cette nuit-là. Mais alors que son père lui posait doucement la main sur l'épaule, la guidant vers la fraîche nuit de Madrid où attendait une flotte de voitures noires, elle sut qu'à sa place naissait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'oublierait jamais le nom qu'elle portait. Dehors, l'air était propre et froid. Carlos ouvrit la porte de la voiture principale, une Rolls-Royce Phantom. Personnalisée. « Où ça, Paloma? » demanda-t-il doucement. Elle regarda l'horizon brillant de la ville, une ville qu'elle sentait maintenant lui appartenir de nouveau. « À la maison, » dit-elle, sa voix claire et ferme. « La tour Montemayor. » Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration. Elle ne se cachait plus dans une maison de Gracia. Elle était Paloma Montemayor. Et elle rentrait à la maison. La vie de Madame Vargas était terminée. Le vrai travail,
le travail de se reconstruire elle-même commençait à peine. Les semaines qui suivirent le Gala Estrella furent une tempête silencieuse de manœuvres juridiques et financières orchestrées, avec une efficacité brutale par Marcos et Carlos. Raúl Vargas cessa d'exister de toute manière publique significative. Son entreprise fut absorbée par une filiale de Montemayor. Ses actifs précieux dépouillés et réutilisés, son nom effacé de l'industrie. Il fut forcé à la faillite personnelle. La maison de Gracia fut vendue pour couvrir une fraction de ses dettes, et les rumeurs disaient qu'il avait été vu pour la dernière fois travaillant dans un humble poste de logistique dans un entrepôt en périphérie. Un fantôme hanté par la vie qu'il avait presque eue. Serafina del Rio ne s'en sortit pas mieux. Son père, dans un acte désespéré de contrôle des dommages, l'envoya en retraite de bien-être indéfini dans un établissement isolé en Suisse. Ses réseaux sociaux se turent, son nom fut éliminé des listes d'événements, et la mondaine vibrante et cruelle devint une histoire d'avertissement chuchotée dans les cocktails. Elle avait volé trop près du soleil et avait été incinérée par son feu. Mais Paloma n'était pas intéressée par leur destin. Elle n'avait pas de temps à consacrer aux fantômes de son passé. Elle était trop occupée à se redécouvrir elle-même. Vivant dans le penthouse de la tour Montemayor, un sanctuaire vertigineux de verre et d'acier avec vue sur le parc du Retiro, elle sentit que le brouillard qui avait embué sa vie pendant 5 ans commençait à se dissiper. Au début, son père et ses frères furent férocement protecteurs, la traitant comme si elle était une délicate pièce de porcelaine qui s'était brisée. Mais ils se rendirent rapidement compte qu'elle n'était pas brisée, juste endormie. Une matinée, Don Arturo entra dans son studio privé, un espace vaste et plein de lumière qu'elle n'avait pas utilisé depuis ses jours d'école d'art. Il la trouva non pas avec des aquarelles, mais avec d'énormes toiles, ses mains et vêtements tachés de peinture, à l'huile épaisse et vibrante. Les paysages doux avaient disparu. À leur place, il y avait des expressions audacieuses et abstraites de fureur, de tristesse et, en fin de compte, d'une joie féroce et provocante. Les couleurs étaient bruyantes, les coups de pinceau étaient agressifs. C'était le travail d'une femme qui se permettait enfin d'occuper son espace. « C'est puissant, Paloma », dit Don Arturo, sa voix chargée d'émotion, alors qu'il regardait une toile dominée par un coup de pinceau cramoisi sur un fond de bleu profond et orageux. « J'ai passé 5 ans à peindre au pastel pour maintenir la paix, » répondit-elle, sans détacher les yeux de son travail. « J'en ai fini avec les pastels. » Avec le soutien total de la Fondation Montemayor, elle commença à planifier sa première exposition individuelle. Elle ne voulait pas d'un lancement doux dans une petite galerie polie. Elle voulait faire une déclaration. Carlos obtint tout le rez-de-chaussée du musée Thyssen-Bornemisza pour un événement d'une seule nuit. Le monde de l'art était en ébullition. Qui était cette Paloma Montemayor? Cet artiste inconnu avec le soutien de l'une des familles les plus puissantes du monde. La nuit de l'exposition fut un couronnement. L'espace se remplit non pas des mondains et investisseurs vides du Gala Estrella, mais de critiques d'art sérieux, de collectionneurs et d'autres artistes. Paloma, vêtue d'une robe architecturale impactante d'un indigo profond, se déplaçait dans la salle avec une confiance tranquille qui était plus imposante que la bravade bruyante de Serafina ne l'avait jamais été. Elle n'était pas Madame Vargas, l'épouse solidaire. Elle n'était pas Paloma Montemayor, l'héritière recluse. Elle était simplement Paloma, l'artiste. Son œuvre fut une sensation critique. La critique du journal El País, publiée le lendemain matin, la qualifia de voix nouvelle, vitale et explosive. Son travail, un témoignage du pouvoir féroce de la Renaissance. Chaque pièce se vendit
avant que la nuit ne finisse, et les revenus furent destinés à une organisation caritative qu'elle avait établie pour soutenir les artistes femmes qui luttaient pour laisser leur empreinte. Tard dans la nuit, après que le dernier invité fut parti, Paloma resta seule au centre de la galerie, entourée de son œuvre. Son frère Carlos s'approcha et se mit à ses côtés. « Tu l'as fait, Paloma, » dit-il doucement. « Tu as construit quelque chose de réel à partir des décombres. » « Il croyait que mon nom était mon pouvoir, » dit-elle en regardant la signature audacieuse Paloma sur sa pièce préférée. « Ils n'ont jamais compris. Le nom ne fait qu'ouvrir des portes. Ce que tu fais quand tu les traverses, c'est ce qui compte. » Il y avait eu une porte de douleur et d'humiliation, et elle avait émergé dans une galerie pleine de lumière, de couleurs et de sa propre force indéniable. L'histoire de l'épouse qui pleurait au gala s'évanouirait en potin. Mais l'histoire de Paloma, l'artiste, commençait à peine. Elle avait enfin appris la leçon que son père avait essayé de lui enseigner il y a tant d'années. Elle s'était rappelé qui elle était et ne laisserait plus jamais personne la nommer. 6 mois après l'exposition du Thyssen-Bornemisza, le nom de Paloma Montemayor était synonyme de feu artistique. Son œuvre était le sujet de conversation du monde de l'art. Son histoire, un mythe moderne, se chuchotait de Madrid à Monaco. Elle avait, à tous égards, gagné. Les cendres de son ancienne vie avaient donné lieu à un phénix vibrant et en ascension. Cependant, alors qu'elle dessinait sur un banc dans le jardin botanique du Retiro, elle sentit le poids familier d'une cage, non pas faite d'acier, mais d'or massif. Son anonymat avait disparu, une victime de sa spectaculaire revendication. Dans sa vie antérieure comme Paloma Vargas, elle pouvait s'asseoir pendant des heures à observer le jeu délicat de la lumière sur un pétale de fleurs, invisible pour le monde. Maintenant, elle était un monument. Les touristes baissaient la voix en passant, leur caméra de téléphone inclinée discrètement dans sa direction. « C'est elle, » murmura-t-il, « l'artiste, la Montemayor. » Et les 2 titres étaient devenus inséparables, fusionnés par la chaleur de cette nuit au gala. Elle avait voulu que son œuvre parle d'elle-même, mais elle était toujours introduite par l'écho du pouvoir de sa famille. Elle n'était plus l'épouse oubliée de Raoul, mais elle craignait de devenir autre chose, l'actif le plus intéressant de sa famille. Le sentiment se cristallisa lors d'une réunion à la prestigieuse fondation Guggenheim. On l'avait invitée à rejoindre leur comité d'acquisition, un honneur dont elle avait un jour rêvé. Elle était arrivée préparée avec des pages de notes sur des artistes émergents dont elle admirait le travail, des artistes audacieux et peu conventionnels. Mais la réunion ne traitait pas d'art. « Paloma, votre présence dans ce conseil change la donne », avait tonné le président, un homme corpulent nommé Monsieur Dominguez, avec son sourire obséquieux. « Avec le nom Montemayor attaché à notre collecte de fonds de printemps, nous pouvons enfin assurer l'aile Rothko. » Un autre membre du conseil intervint. « Exact. La corporation de votre frère Marcos a des intérêts dans la technologie. Peut-être pourriez-vous le persuader qu'une initiative d'art numérique serait un investissement digne. » Paloma s'assit en silence, atterrée, ses notes soigneusement préparées, se sentant naïvement bête dans ses mains. Il ne voulait pas son œil, il voulait son nom. Il ne voulait pas sa vision, il voulait ses connexions. Elle était une clé, pas une connaisseuse. Le pouvoir auquel elle avait eu recours pour se sauver projetait maintenant une ombre dorée sur tout ce qu'elle touchait, menaçant d'éclipser le talent même qu'elle avait tant lutté pour récupérer. Était-ce là tout ce que sa victoire lui avait rapporté? Une promotion d'accessoire d'un homme à emblème d'une famille. L'aquarelle beige était maintenant un logo de marque. Ce soir-là,
elle trouva son frère Marcos dans la bibliothèque du penthouse, une pièce caverneuse de bois sombre et d'odeur de vieux cuir. Il passait en revue des rapports financiers sur une tablette brillante, les chiffres reflétant la logique froide et dure avec laquelle il gouvernait son empire. « Marcos, nous devons parler, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Il leva les yeux, son expression neutre. « Tout va bien? » « Cette nuit au gala, » commença-t-elle en choisissant ses mots avec soin. « Je vous serai toujours reconnaissante. Toi, Carlos et papa m'avaient sauvé. »« Nous avons protégé les nôtres, » affirma-t-il, comme si c'était une simple loi de la physique. « C'est ce que nous faisons. »« Mais la façon dont vous l'avez fait, » continua-t-elle, en faisant les 100 pas devant l'imposante cheminée. « La démolition. Vous n'avez pas seulement mis fin à mon mariage, vous avez anéanti l'existence entière d'un homme. Vous avez utilisé une arme de destruction massive pour résoudre une dispute domestique. » Marcos posa sa tablette, lui prêtant toute son inquiétante attention. Il a humilié une Montemayor en public. Il construisait son entreprise avec ton soutien émotionnel et financier, tout en prévoyant de te jeter. Ce n'était pas une dispute domestique. C'était une attaque contre cette famille. Nous avons répondu proportionnellement à l'insulte, pas à l'homme. « Mais ne vois-tu pas les conséquences pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant avec une passion qui les surprit tous les deux. « Tu ne leur as pas seulement montré notre pouvoir, tu m'as marqué avec. Quand les gens me regardent maintenant, ils ne voient pas une artiste. Ils voient la femme dont la famille peut ruiner des vies avec un appel téléphonique. Mon succès semble souillé. Le critique d'El País a-t-il vraiment aimé mon œuvre ou avait-il simplement peur d'offenser la fille de Don Arturo Montemayor? Les collectionneurs ont-ils acheté mes peintures ou achetaient-ils simplement une proximité avec le pouvoir? Sa voix se brisa légèrement sur la dernière question. Tu m'as sauvé de Raoul, mais t'es-tu jamais arrêté pour penser que tu pourrais être en train de me piéger dans autre chose? Ce nom semble plus lourd que jamais. Marcos garda le silence pendant un long moment, son regard analytique comme s'il étudiait une variable complexe dans une équation. « Je comprends, » dit-il finalement. Sa voix n'était pas cruelle, mais elle était dépourvue de sentimentalisme. Tu confonds l'outil avec le résultat. Notre nom, notre pouvoir, est un outil. Rien de plus. Il peut être un bouclier, comme il le fut pour toi cette nuit-là, ou il peut être un bélier, qui peut aussi être un projecteur. C'est simplement un effet de levier. Le monde, Paloma, n'est pas une galerie où les choses sont jugées par pur mérite. C'est un champ de bataille. Tu as été blessé, et nous avons éliminé la menace. » Il se leva et marcha vers la fenêtre allant du sol au plafond, regardant les lumières de la ville. « Demande-toi s'il y avait une autre manière, peut-être un divorce silencieux, un accord, et tu aurais été connu pour toujours comme la pauvre et tragique artiste qui a été publiquement trompée. Il aurait réussi de son côté avec sa nouvelle femme, et tu aurais été une note de bas de page. Nous t'avons donné une histoire différente, une histoire de force, pas de victimisation. Oui, le nom fait partie de cette histoire. Maintenant, c'est ton droit de naissance. Le ressentir, c'est ressentir le bouclier même qui te garde en sécurité. » Il se tourna vers elle. « La question n'est pas ce que le nom te fait, Paloma. La question est, que feras-tu, toi, avec le nom? » Ces mots, froids et pragmatiques comme ils étaient, touchèrent une corde sensible au plus profond d'elle. Il avait raison. Elle s'était tellement concentrée sur l'ombre que projetait son nom, qu'elle avait oublié que c'était elle qui contrôlait la lumière. Elle pourrait continuer à être un emblème passif, un outil pour que d'autres l'utilisent, ou elle pourrait exercer son influence avec la même intention et précision qu'un coup de pinceau sur une toile. La semaine suivante,
Paloma retourna à la salle de conseil du Guggenheim. Elle accepta le poste. Monsieur Dominguez commença à applaudir avec enthousiasme, mais elle leva une main pour le faire taire. « J'accepte ce poste en tant qu'artiste, pas en tant que collectrice de fonds, » affirma-t-elle, sa voix résonnant d'une autorité nouvellement découverte. « Mon attention sera sur l'art, et seulement sur l'art. Et ma première proposition est celle-ci. La Fondation Montemayor dotera un nouveau prix biennal, le prix Émergence. Ce sera la plus grande subvention au monde pour un artiste inconnu. » Un murmure d'excitation parcourut la salle. « Cependant, » continua-t-elle, ses yeux rencontrant ceux de chaque personne à la table, « il y aura une condition non négociable. L'évaluation sera complètement aveugle. Le comité de sélection ne verra que l'art, sans nom, sans biographie, sans représentation de galerie attachée. Le mérite et seulement le mérite. Je veux trouver des artistes qui n'ont pas une famille puissante pour leur ouvrir les portes. Je veux trouver le talent qui hurle pour être entendu depuis les chambres les plus silencieuses. » La salle devint silencieuse. Elle avait pris leur avidité et l'avait transformée en un acte de pure intégrité artistique. Elle ne rejetait pas son pouvoir, elle le raffinait. Elle utilisait le marteau pour ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, elle comprit enfin. Son nom n'était pas une ombre ou une marque, c'était une responsabilité. Raoul et Sérafina avaient vu le pouvoir comme une arme pour le profit personnel. Sa famille le voyait comme un bouclier pour l'autopréservation. Elle le transformerait en une lanterne pour illuminer les chemins de ceux qui, comme la femme qu'elle fut autrefois, essayaient encore de trouver leur sortie de l'obscurité. Elle était Paloma Montemayor, l'artiste, et elle était enfin prête à peindre son propre chef-d'œuvre, non pas sur une toile, mais sur le monde lui-même. En fin de compte, ce ne fut pas seulement une histoire de vengeance, ce fut une histoire d'identité. La plus grande victoire de Paloma ne fut pas la chute de ses bourreaux, mais la redécouverte de sa propre voix. Elle dut perdre le nom Vargas pour devenir véritablement Paloma. Très souvent dans la vie, nous nous permettons d'être définis par nos relations, nos emplois ou les sacrifices silencieux que nous faisons, atténuant notre propre lumière pour le confort des autres. Mais le vrai pouvoir réside latent en nous, attendant une raison de s'éveiller. L'histoire de Paloma est un puissant rappel que parfois, toucher le fond est la seule manière de construire une base suffisamment forte pour soutenir le chef-d'œuvre que vous avez toujours été destiné à faire. Si cette histoire de résilience et de revendication a résonné, et si vous croyez au pouvoir de récupérer votre propre récit, s'il vous plaît, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel de sa propre force intérieure et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle qui inspire et donne du pouvoir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Merci d'avoir écouté.